Kamel, on t'a connu en 2002, c'était dans Loft Story 2 aux côtés de Leslie, Afida Turner ou encore Exactement. Angela. Tu te rends compte que ça fait déjà 15 ans? 15 ans et ça passe très très vite parce qu'on ne les voit pas passer, hein. Ah Mais ouais. ça fait 15 ans, Ça ouais. passe super vite. Alors après, on continue un petit peu pour le CV. Il y a eu également donc Les Anges de la télé-réalité 3, ça c'était à New York. On t'a connu en tant que comédien dans Hollywood Girl, puis dans Les Vacances des Anges, retour aux sources, hein, candidat. Aujourd'hui, tu es au théâtre dans une pièce du talentueux Franck Lehen. Au programme de ton interview, nous allons donc parler de ta pièce de théâtre La Star et son gorille. On va faire un petit flashback donc sur 15 ans de télé-réalité et enfin, on évoquera tes projets avec notamment ton one-man show. Ça, c'est pour la fin de l'émission. Tu es prêt à te confier, Kamel, en toute intimité? Je suis prêt. Allez, prends une grande respiration. Voilà, Je te laisse le temps du jingle et on se retrouve. ça marche. Donc avant, c'était Kamel du Loft et maintenant, c'est Kamel Djibaoui. Et ouais, exactement. Alors, ça fait quoi de récupérer son nom quelque part? Bah, c'est hyper dur, c'est hyper compliqué, c'est long, c'est compliqué. Mais voilà, moi à un moment donné, j'ai oublié carrément mon nom de famille. Parce que Ouais. pendant longtemps, je me suis appelé Kamel du Loft. Après, il y a eu Kamel des Anges. Après, il y a eu Kamel, c'était un peu plus long, mais c'était Kamel d'Hollywood Girl. Donc, j'étais un peu perdu. Donc, dans Comme la les rue. nobles, il y avait la particule Oui, 2 à chaque exactement. fois. Mais limite, dans la rue, quand je me baladais, on me disait Kamel du Loft. Je me retournais, ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Donc, c'était devenu mon état civil, ouais, pendant longtemps. Kamel, on te retrouve maintenant donc au théâtre, on l'a dit, en introduction du Petit Gymnase. C'est à Paris, dans la pièce de Franck Lehen, La Star et son gorille. Donc dans cette pièce, tu joues avec Franck Lehen et c'est également une pièce qu'il a totalement écrite. Il était également aux commandes donc, de La Famille et Dans le Pré ou de l'excellent Bonjour Ivresse qui est à l'affiche quand même depuis maintenant 6 ans, je crois. C'est énorme. Le théâtre, c'était un rêve pour toi? Alors, honnêtement, je vais être honnête, je m'attendais pas du tout à être au théâtre, enfin de jouer un rôle au théâtre. Moi, j'étais plus focalisé sur le one-man show. Donc, je me suis dit, si un jour je dois faire de la scène, je jouerai au one-man show. Enfin, je ferai mon propre one-man show. Mais voilà, les choses, parfois, elles arrivent comme ça. Donc, on ne choisit pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer au théâtre. Et croyez-moi, je prends du plaisir à chaque fois que je monte sur scène. Comment est-ce que tu es arrivé sur les planches? Comment tout s'est fait? Comment tu as rencontré Franck Lehen? Alors, comment j'ai rencontré. Alors, déjà, comment je suis arrivé sur les planches? C'est-à-dire qu'il faut savoir que j'ai pris pas mal de cours, déjà, des cours de comédie. J'ai fait une école de one-man show pendant presque un an. Donc, voilà, je ne suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Donc, j'ai aussi pris des cours. L'un est parisien, l'autre est banlieusard, l'un est hétéro, l'autre est homosexuel. Bref, tous les opposent, mais ils vont pourtant être obligés de se supporter, d'apprendre à se connaître et de passer une nuit ensemble, une nuit qui va peut-être tout changer. Donc ça, c'est le pitch de l'émission. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as lu la pièce pour la première fois? Alors, comment j'ai réagi? Donc, bien évidemment, je me suis dit que j'allais être banlieusard. Étant donné Voilà. que je suis pas parisien de base. Mais, enfin, quand j'ai vu le pitch, donc j'ai totalement kiffé. J'ai dit, putain, ça doit être marrant, ça doit être très drôle. Et c'est vrai que dans ce personnage, je m'y retrouvais vraiment. C'est-à-dire, ce personnage me correspondait vraiment. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce personnage, et surtout aux côtés de Franck. Mm. Donc voilà, en plus on est dans l'air du temps, donc voilà, c'est le Parisien, le banlieusard, il y a l'hétéro Et et l'homo? l'homo. Donc voilà, donc comme ça on se dit, mais attends, mais enfin, rien n'est compatible en fait. En gros, rien n'est compatible. Donc comment ils vont pouvoir se supporter pendant toute une nuit dans une chambre d'hôtel? À savoir qu'on est bloqué dans cette chambre d'hôtel, dans les Vosges. Donc on est seul au monde. Et à première vue comme ça a l'air très très compliqué. Très compliqué pour eux. Mais Comment vont-ils faire pour nouer une amitié? Est-ce exactement. qu'il va y avoir une Est-ce qu'il amitié va y qui va avoir une naître? amitié? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre? C'est ça. Les clichés, homo, banlieusard, tu as été confronté toi personnellement? Alors homo sans doute non, mais Hmm. banlieusard, est-ce que tu as déjà fait face à certains clichés par rapport à ça? Oui, bien sûr. Enfin, banlieusard, c'est un Enfin, je grand reprends mot, le terme de la pièce, bien hein. sûr, hein, mais banlieusard, c'est un grand mot. Mais bien évidemment, vous savez, enfin, comme tous les banlieusards, on a on a nos expressions, on a nos habitudes, voilà, et parfois ça peut déranger, des fois ça peut être un peu mal perçu, etc. Les gens ne prennent pas le temps de nous connaître, ne prennent pas le temps de discuter avec les gens justement qui sont plus ou moins banlieusards.
Mais justement, cette pièce permet à certaines personnes, à certains spectateurs, de découvrir comment vit et comment se comporte un banlieusard. Et le banlieusard a pas mal de bons côtés, a pas mal de côtés positifs. Et justement, on le voit à travers cette pièce. Jouer au théâtre, c'est pareil que jouer dans Hollywood Girl ou pas? Ah non, 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 c'est deux mondes différents, c'est pas pareil. Alors, il faut savoir que sur Hollywood Girl, déjà, on avait un scénario, bien évidemment, mais c'était plus un fil conducteur. C'est-à-dire que quand on avait une scène, c'était de l'impro. T'avais pas de texte. On n'avait pas de texte, c'était de l'impro. On avait un coach artistique. Donc, on nous expliquait plus ou moins ce qu'il fallait ramener à cette scène, ce qu'il fallait dire plus ou moins. Mais après, c'était que de l'impro, c'est-à-dire que j'étais maître de mes faits et gestes, de mes mots, etc. Il faut savoir que moi, la pièce de théâtre, Franck, il me l'a proposé. Il me dit, est-ce que ça te tirait de jouer au théâtre? J'ai dit, ouais, cool, super, c'est fun, c'est bien. Il m'a dit, j'ai dit, on joue quand? Il me dit, dans un mois. J'ai dit, attends, dans un mois de l'année prochaine ou dans un mois là Il me dit, non, dans un mois, dans 30 jours. J'ai dit, ok. Donc, apprendre 90 pages et faire la mise en scène, tout ça en un mois, voilà, le délai est très court. Donc, il a fallu que je retienne tout ce que me disait la metteur en scène, tout en apprenant mon texte. Donc, c'était le bordel. Je rentrais chez moi, je commençais les cours, enfin, les répétitions à 10h du matin. Je rentrais le soir, il était 19h. Je peux vous dire que 2 ou 3 fois, je me suis trompé de ligne dans le métro parce que j'avais plus la tête. L'essentiel, c'est que tu te trompes pas de ligne au niveau de ton texte. Exactement. Entre Hollywood Girl et aujourd'hui, tu as été très discret. Kamel, est-ce qu'on peut parler quelque part d'une traversée du désert? Alors, entre Hollywood Girl et la pièce de théâtre, oui, enfin, c'était un petit désert. C'était pas un grand désert. Donc, oui, une petite traversée du désert. Mais de toute façon, j'avais déjà traversé ce désert. Oui. Il était un peu plus long, Oui. du Loft aux Anges Oui. à New York, donc pendant 10 ans. Donc, j'avais rien fait. Et donc, moi, je commence à avoir l'habitude de traverser le désert. Donc, des fois, je prends des précautions, je prends quelques bouteilles d'eau pour pas mourir de soif. Mais ouais, on peut appeler ça comme une petite traversée du désert. C'est Ouais, compliqué à traverser ou pas? Donc, très honnêtement. ouais, c'est compliqué parce que, en fait, vous savez, quand on fait une télé-réalité ou ne serait-ce que quand j'ai joué sur Hollywood Girl, donc voilà, on commence à avoir une grosse notoriété. Oui, et puis c'est compliqué parce que souvent, quand on croise les gens dans la rue, souvent on me dit ouais, Kamel, c'était cool ce que tu as fait, etc. Mais quand est-ce que tu reviens à la télé? Quand est-ce que tu refais quelque chose, etc. Et quand toi, tu n'as pas de réponse à donner, Bah oui. parce qu'on ne t'appelle pas pour pouvoir participer à tel ou tel programme ou parce que tu n'as pas d'actualité, donc c'est compliqué et c'est dur à vivre. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai rien lâché. Je me suis battu tous les jours. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la récompense Et de mon combat. qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Est-ce qu'on reprend une activité classique? Comment est-ce qu'on s'occupe? Bah, c'est compliqué. C'est-à-dire, dans ces moments-là, on se pose plein de questions. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, à côté de ça, tu as envie de reprendre une activité classique parce que tu te dis, bah, je peux pas rester là à me croiser les pouces. Bah oui, mais quand tu postules, les gens savent qui tu es. Donc Voilà, tu te dis, bah, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là, Oui, j'imagine, tu vois? exactement. Donc, et puis surtout quand tu as fait un programme qui a plus ou moins cartonné, et puis où les gens te reconnaissent, tu peux plus avoir une activité classique. C'est très difficile. Moi, demain, je peux pas être vendeur dans une boutique à vendre des chaussures. Les gens vont me dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fout là et tout. Et les gens ne comprennent pas ça. Bah non. Et pourtant, on a besoin de subvenir à ces besoins. Donc, vraiment, on a le cul entre deux chaises et puis on se dit, comment faire, quoi. Donc, on se dit, bah vas-y, on lâche un petit peu rien et on va bosser, on va essayer de rester dans ce milieu artistique et bosser. Moi, c'est ce que j'ai fait en écrivant mon One Man. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Franck qui m'a proposé de jouer la pièce de théâtre. À l'époque de Love Story 2, est-ce que tu avais conscience que ça allait complètement bouleverser ta vie? Alors, vraiment, pas du tout. Pas du tout. Enfin, oui et non. Dans Oui, le parce que sens vous où- aviez vu le Loft 1. T'avais Oui, vu moi, j'avais entrevu le Loft 1, j'avais pas vraiment suivi. J'avais un peu vu le Loft 1 parce qu'on ne pouvait pas passer à côté. C'était un carton plein. Donc, tout le monde avait vu le Loft 1. Donc, moi, je peux pas dire que je l'avais pas vu. Ça serait un mensonge. Est-ce que tu savais à quoi t'attendre? Mais non, justement, je savais pas quoi m'attendre parce qu'en fait, le Loft 1, c'était la toute première télé-réalité en France. Avant ça, on n'avait pas de télé-réalité en France, donc c'était la toute première. Et donc, il y a eu le Loft 2. Donc, moi, je savais que ça allait être une expérience, mais je ne savais pas sur quoi ça allait déboucher.
Et donc, je suis rentré dans cette maison à Plaine-Saint-Denis. Et j'ai vécu mon aventure comme je pouvais la vivre, tout simplement. Et c'est en sortant que j'ai réalisé vraiment ce que c'était et l'ampleur que ça avait. Love Story, à l'époque, on peut dire que c'était quelque part la grande sœur de Secret Story aujourd'hui, mais j'ai l'impression que chez vous, il y avait moins de clash à Ouais. l'époque. Alors, la grande sœur, moi je dirais plus c'était sa mère carrément. Parce que Ouais, voir la grand-mère. c'est elle qui a mis au monde toutes les autres téléréalités. Mais il y avait, non, les clashs étaient là. Il y avait des clashs, mais c'était des clashs. C'était moins violent. C'était moins violent, bien évidemment, c'était moins violent. Aujourd'hui, il y a des clashs. Bientôt, si la télé-réalité continue, ce sera interdit au moins de 30 ans, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, ça devient de plus en plus violent, ça devient de plus en plus trash. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que la télé-réalité d'aujourd'hui, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que on a besoin de faire du buzz, on a besoin de vendre des images. Donc vas-y, il faut des clashs, voilà, faut faire des trucs de ouf. Parce que tellement il y a trop d'émissions de télé-réalité, aujourd'hui les émissions se battent entre elles. Donc à quelle émission on va revenir le plus de buzz? Ouais, c'est Là où il y a ça. le plus de trash, etc. Donc j'ai même envie de vous dire que est-ce que les clashs, tout ce qu'on voit dans les émissions d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont naturelles? Est-ce qu'elles elles sont pas préméditées quelque part? Enfin, je ne sais pas, mais parfois j'ai la puce à l'oreille et puis je me dis, c'est un peu bizarre quand même. Entre le Loft et les Anges, toi, t'as vu une différence? Ah oui, moi on peut dire que j'ai appartenu à deux générations. Bah oui. Voilà, je suis un ancien, Verlan, je suis un ancien. Donc ouais, j'ai appartenu à deux générations. Moi j'ai fait la toute première, l'une des toutes premières télé-réalités qui est Love Story 2. Et dernièrement, je viens de faire ma dernière, c'était Les Vacances des Anges. J'avais fait les Anges aussi à New York. Donc j'ai vu une différence. Oui, bien évidemment, j'ai vu une différence. À l'époque, dans le loft, tout était spontané, c'était naturel. Voilà, on vivait notre aventure naturellement comme elles étaient. Les clashs étaient naturels. Quand tu kiffais quelqu'un, tu l'as kiffé naturellement. Quand une personne était éliminée, parce que à l'époque, le loft, chaque quotidienne, chaque jeudi, il y avait une personne qui était éliminée et qui quittait la maison. Donc un peu le même système que Secret Story. Donc les pleurs étaient naturels, la tristesse était naturelle. Moi j'ai fait les anges, j'ai fait les vacances des anges. Parfois, si c'est naturel, bah, tant mieux. Si c'est pas naturel, il mérite un Oscar. Mais tu t'es C'est senti à ta condamnable. place dans les Moi je Vacances ne me suis des pas Anges? senti à ma place parce que voilà, il y avait plus, je chantais plus ce côté naturel. Enfin moi j'agissais naturellement et je me souviens quand j'ai fait les vacances des anges. Il y a un des candidats, pour ne pas dire son nom, il y a un candidat qui me disait ouais, de toute façon, Kamel, j'ai bien vu que tu n'étais pas naturel. Hein. J'ai bien vu que tu faisais semblant d'intervenir dans des discussions à chaque fois que la caméra elle est là, à chaque fois tu es là. Je lui dis mais t'as pété un plomb. Je dis moi mais je ne sais même pas de quelle caméra tu parles. Enfin, pour te dire que les gens sont déjà dans cet esprit-là, qu'ils pensent que toi aussi tu l'es, quoi, que tu n'es pas du tout Oui, je naturel. pense que tout le monde est comme Alors que ça. pas du tout. J'ai expliqué à cette même personne écoute, c'est pas ma première télé-réalité en France. Enfin, c'est pas ma première télé-réalité. J'en ai fait une il y a 15 ans. Donc, qu'est-ce que tu me parles? Enfin, moi, je suis comme je suis. J'ai jamais voulu jouer un rôle, notamment en tout cas dans la télé-réalité. Moi, si on m'aime pour ce que je suis et pas pour ce que je laisse paraître, quoi. Et concrètement, quand on voit donc dans Les Anges, par exemple, hein, une Anaïs Camizouli qui s'engueule avec Eddie pour une feuille de salade, toi t'en penses quoi? Bah, le problème, c'est que, voilà, ce que je disais, c'est que avant il y avait des vraies embrouilles. Des embrouilles, moi, quand j'avais fait Loft, il y avait des embrouilles qui en valaient la peine. Parce que, voilà, il y a eu une insulte ou autre. Aujourd'hui, enfin, je sais pas, je vois des embrouilles, mais ça me fait trop rire. Moi, comme tu disais, j'avais vu à l'époque dans le Loft, dans Les Anges, Anaïs et Eddie qui s'étaient pris la tête pour une feuille de salade. J'ai dit non, mais ils sont pas sérieux. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'as pris la feuille de salade? Non, mais laisse un peu de salade. Mais connard, espèce de pétasse, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça se tire les cheveux. Puis il y en a qui ne savent pas. Enfin, c'est un truc de Ça va dingue. trop loin Aujourd'hui, pour toi? aujourd'hui dans la télé-réalité, on s'embrouille pour du ketchup. Je veux dire, tu m'as laissé un peu de ketchup? Non. Mais t'es vraiment la reine des pétasses, franchement. T'aurais pu savoir que j'aimais le ketchup. Et là, ça part en tous les noms. Puis il y en a qui interviennent, etc. Donc, je pense pas qu'on peut s'embrouiller aujourd'hui pour des futilités. Donc, à mon avis, c'est des bons comédiens, quoi.
Si on te rappelle pour une télé-réalité, tu dis quoi? Alors, Tu si on me signes, tu rappelle, signes pas? si on me rappelle, alors je signerai pour 1 million d'euros. Non, je fais ça. Mais en tout cas, Ah bah non. non, mais tout dépend. Tout dépend. Honnêtement, moi, j'ai été connu grâce à la télé-réalité. Voilà, si j'avais pas fait de télé-réalité, peut-être que j'en serais pas là Donc tu aujourd'hui. n'as rien Donc, contre. moi, j'ai rien contre. Je crache pas dans la soupe. Contrairement à certains qui disent ah non, moi, la télé-réalité, voilà, j'ai rien à voir avec la télé-réalité. Excuse-moi, Et un mois j'ai. après, on les retrouve dans un Voilà, programme. exactement. Où ils ont été connus grâce à un programme de télé-réalité. Le Loft a 15 ans. Comment est-ce que tu peux expliquer l'engouement, cet engouement énorme auquel on a eu droit? Bah, les gens ne connaissaient pas, tout simplement. C'était une nouveauté en France. Et on peut aussi dire que c'était une émission de. C'est un peu du voyeurisme. Donc les gens ont un peu ce côté voyeurisme. Et de voir des gens comme ça vivre dans une maison, on les filme 24 sur 24, et voir leur quotidien, etc. Les gens étaient choqués Et puis surtout, il y a aussi des gens qui se sont reconnus à travers certains candidats. Donc c'est, à mon avis, ce qui explique ce succès, cet engouement, c'est la nouveauté aussi. Mm. C'est ce Oui, truc bien sûr. nouveau. À chaque fois qu'on voit un truc nouveau, bah, ça cartonne. Mais c'est ce qui a fait que ça a cartonné le loft. Est-ce que c'est le manque de spontanéité des candidats aujourd'hui qui fait que la télé-réalité s'essouffle? Ouais, je pense que aujourd'hui, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt dans l'interview, moi j'ai fait le loft. Moi je savais pas à quoi je m'attendais. Enfin, moi je sais juste que je rentrais dans une maison et après le reste, nada, je savais pas. Aujourd'hui, les candidats s'y préparent. Il y a même des candidats qui font même presque des placements de produits. C'est-à-dire que les gens, ils savent qu'ils vont être pris à une émission de TRT, ils vont déjà faire des photos, ils vont déjà s'arranger avec des marques, etc. Donc aujourd'hui, c'est prémédité. Les gens savent où ils vont. C'est-à-dire que ils savent que voilà, aujourd'hui, ils doivent faire le buzz pour exister. Voilà, on a une Nabila qui nous a fait le Allo Allo. Il y en a qui ont fait du buzz. Aujourd'hui, quand il y a une émission de télé qui sort, la personne sait qu'en participant à cette émission, si elle ne crée pas ce buzz, Elle ben, n'existera pas. elle n'existera pas. Certains candidats du Loft ont mal vécu le retour à la réalité. Est-ce que vous étiez bien préparé au moment du Loft psychologiquement? Alors, moi, je pense qu'on n'était pas assez préparé. On n'était pas assez préparé parce que si on était assez préparé, je pense qu'il n'y aurait pas eu tous ces accidents. Et puis, on a pu aussi. Il y en a qui ont même laissé leur vie, c'est-à-dire qui sont suicidés, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a été assez préparé, mais surtout à l'époque, enfin, surtout dans les premières téléréalités, et je pense qu'il manque ce suivi psychologique à la fin de ces émissions parce qu'il faut savoir que tu passes de quelqu'un de lambda, c'est-à-dire de quelqu'un de normal, qui vit naturellement, normal, à quelqu'un qui est confronté au public, voilà, qui peut peut-être subir des attaques sur sa vie personnelle, etc. Elles étaient Donc, moins violentes, j'ai l'impression, les attaques à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y non, avait non, pas non, tout ah là. oui, voilà, ça, j'allais y venir justement. À l'époque, il y avait moins d'attaques parce que, comme tu disais, les seules attaques que pouvait subir un candidat, c'était les attaques des journalistes ou à travers les magazines, etc., ou les plateaux télé. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc on a très bien pu le voir à travers. Il y a certains candidats qui se sont carrément retirés des réseaux sociaux parce qu'ils subissaient des attaques, etc. Donc, je pense que le suivi psychologique n'est pas assez présent, je pense. Toi, tu pouvais appeler, tu avais la possibilité d'appeler un psy à ta sortie? À ma sortie, oui, je pouvais appeler un psy, mais c'était à ma charge. Ah, C'est-à-dire que c'était tu pas. devais Ouais, te payer? ah bah c'était. Quand on sortait, pendant 3 jours, on était avec. La prod nous suivait pendant 3 jours. Ouais. Donc, ils nous plaçaient dans un hôtel, le temps de faire les interviews, les plateaux télé, etc. Autant du loft, hein. Après 3 jours, c'était merci, c'était gentil, Donc au si tu as un revoir et souci à bientôt. psychologiquement, si t'es pas bien, Ah, que tu passes un coup de fil à la c'était moi. production. Ah non, c'était moi. La production n'avait pas le temps. Enfin, fallait que j'appelle moi le psy pour voir un psy. J'ai eu de la chance. J'ai pas eu besoin d'avoir encore un psy. Le psy, c'était ma mère. Donc, et Tu en mon as père. connu qui ont eu ce besoin de parler à des psys? Comment? Tu en as connu à l'époque du Loft qui avait besoin de parler à un Ah psy oui, bien sûr. pour qui ça n'allait pas Bien du sûr, tout à bien la sûr, sortie? bien sûr, j'en ai connu. J'ai connu des personnes qui avaient fait le loft avec moi qui étaient pas très bien, qui étaient mal entourées, qui comprenaient pas ce qui leur arrivait. Comme qui? Comme Thomas, par exemple. Thomas, qui avait fait le gagnant, justement, de ma saison, qui, en sortant, ne se sentait pas bien. J'avais eu des nouvelles interposées. J'avais des nouvelles par le biais de Karine aussi, qui avait gagné, et qui me disait que Thomas ne se sentait pas bien.
Et puis il y en a eu plein d'autres. Mais je veux dire, on est aussi le cas de Loana. Si Loana avait été bien entourée, je pense elle serait au top aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que le suivi, je pense que voilà, c'est encore plus à l'époque, parce qu'à l'époque c'était un grand événement, mais moi je pense qu'après après un passage à télé-réalité, je pense faudrait avoir un suivi, je pense. Tu Je penses que pense ça devrait sincèrement. être cadré? Il devrait y avoir des Ouais, règles il peut-être? devrait y avoir des règles, il devrait y avoir les personnalités devraient être encadrées bah, pour pas qu'ils dérapent, pour, parce que Est-ce qu'on manque de structure peut-être aujourd'hui en France? Est-ce que la France est préparée justement à ce phénomène ou est-ce qu'elle ne l'est pas assez? moi Est-ce je qu'il ne pense, devrait pas y avoir des règles imposées justement aux si, productions? si, normalement, moi je pense qu'il devrait y avoir des règles imposées à la production pour leur dire, voilà, à la fin de telle émission, chaque candidat doit être suivi pour savoir qu'elle est bien, etc. Et même avoir des suivis réguliers, quoi. Et à Parce que l'intérieur du loft, vous aviez accès à un psychologue ou pas? Oui, à l'intérieur du loft, on avait accès à un psychologue, mais qu'on ne voyait pas en fait. C'était dans le confessionnal. Ouais. Le psy venait discuter avec les candidats. Et je me rappelle même d'une anecdote, c'est-à-dire que nous, on avait un psy, quand j'avais fait le loft, le psy avait parlé avec tous les candidats sauf moi. Ouais. Donc à chaque fois, je voyais les candidats sortir du confessionnal qui disaient ah, je suis soulagé. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, bah, j'ai parlé au psy. Et puis, tu avais l'autre candidat qui disait, ah, moi aussi, je l'ai vu la semaine dernière. Moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Donc, je voyais un à un passer avec le psy. Et moi, je voyais au fur et à mesure de l'aventure que je voyais pas le psy. J'ai dit, mais attends, mais il y a un problème. J'ai dit, comment ça se fait? Moi, il ne voit pas le psy. J'avais oublié à l'époque que le psy, c'était fait pour les gens qui en avaient besoin. T'en avais bien sûr. Donc, moi, je suis rentré dans le confessionnel. Donc, je me suis imposé. J'ai dit, écoutez, je veux parler avec la production. Et il est hors de question que je quitte ce confessionnel si je n'ai pas parlé avec le psy. Ils m'ont dit, pourquoi tu as un problème? J'ai dit, non, j'ai pas de problème, justement. J'ai besoin de J'ai besoin de parler. parler avec un psy parce que j'ai pas de problème. Donc ils m'ont dit, non mais Kamel, un psy c'est quand tu as des problèmes. Je dis, bah justement, bah, moi j'en ai pas et je veux parler avec un Et psy. c'est un problème. Voilà, et donc c'était marrant, l'anecdote fait que le psy était venu parler avec moi. Donc il m'a dit, ça va Kamel, donc j'ai pu parler avec le psy. Et en même temps, j'en ai profité pour avoir des petites nouvelles de ma famille. Je dis, ouais, ça va, ma mère, mes frères, ils vont bien et tout ça. Le psy m'a dit, je suis pas là pour ça. Donc il m'a dit, continue ton aventure. Donc pour le psy, ça le rassurait d'un côté parce qu'il s'est dit, bon, bah lui, ça va, il est bien. Lui. Ça va. Il en a pas besoin pour l'instant et t'en as pas eu Il besoin n'en a pas eu besoin pour après. depuis. Kamel, tu es également ami avec Ayem Nour. Qu'est-ce que tu as pensé de son départ récent donc du Mad Mag? Alors moi, Ayem Nour, déjà, je l'embrasse, je te fais des gros bisous. Voilà, c'est ma petite chérie, voilà, c'est ma bonne pote. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de son départ? Bah, je trouve ça dommage. Je pense que le Mad Mag aurait dû la retenir. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais ils auraient dû insister pour qu'elle puisse rester dans le Mad Mag. Parce que voilà, pour moi, j'ai toujours dit qu'Ayem, c'était une personne qui avait énormément de qualité. C'est une personne compétente dans ce qu'elle fait. Et voilà, c'est une très bonne animatrice. Si t'es venu sur le mag, est-ce que c'était pour elle en partie? Moi, honnêtement, je suis venu pour le mag en partie pour elle. Ouais. Moi, c'est moi qui ai appelé le mag, c'est pas le mag qui m'a appelé. C'est comme j'ai fait avec toi d'ailleurs, c'est moi qui t'ai appelé. Donc voilà, j'ai appelé le mag parce que voilà, je voulais en profiter. Ayem était là en animatrice, c'est ma pote. Moi, j'aime beaucoup cette fille-là et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur le plateau sur ce jour-là. J'étais très à l'aise et Ayem sait mettre ses invités à l'aise. Donc voilà, maintenant elle est partie. Il y a eu, je pense qu'elle était, enfin, pense pas, c'est sûr. Elle n'était pas en très bon terme avec Martial, ça, c'est pas une surprise. C'est Est-ce une qu'elle a surprise pour bien fait personne. justement, selon toi, de, Ouais, je pense. de régler ses comptes publiquement avec Martial, notamment sur Twitter, en lui reprochant d'être irrespectueux et Bah, insupportable, je je crois. pense qu'elle a bien fait parce que le problème, c'est que justement, il y avait déjà eu des fuites auparavant et la production, je pense que c'est la production et en l'occurrence la personne concernée, s'était lâchée sur Twitter juste avant. Donc voilà, elle a aussi droit à sa part de Elle a réponse répondu. et d'éclaircir les choses. Voilà, et surtout, comme elle le dit, le public a besoin de connaître la vérité. Et voilà, elle a fait éclater la vérité. Et voilà, maintenant, elle ne s'entendait pas avec Martial. Euh, et voilà, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Moi, je connais pas Martial, je connais plus Mm. Ayem. Moi, je sais qu'Ayem, c'est une bonne personne. C'est une Mm. personne qui a un grand cœur. Donc, voilà, si t'es pas en bon terme avec Ayem, pour moi, il faudrait te poser des questions. Si t'invites Martial sur son émission, Oui, tu y j'y vas ou vais, pas? moi. Bien évidemment, j'irai peut-être.
J'irai peut-être. Je passerai un petit coup de fil à Ayem avant et je lui dirai à ton avis, j'y vais ou pas. Je me doute, à mon avis, elle va pas te dire d'y aller. Hein. Ou j'attendrai la prochaine émission d'Ayem et je serai invité par Ayem. Voilà. On sait très peu de choses sur ta vie privée, mais j'avais envie de savoir pourquoi, justement. Est-ce que c'était une manière de te protéger? Oui, enfin, on m'a connu à travers la télé-réalité, pour ce que j'ai pu faire dans la télé-réalité, etc. Et je pense que le plus intéressant pour le public, c'est d'expliquer d'expliquer un peu mon expérience à travers toutes les émissions que j'ai pu faire, etc. Et de donner un avant-goût sur l'avenir, c'est-à-dire sur ce que je peux faire. Maintenant, tout ce qui est vie privée, je pense que ça intéresse personne et ça ne devrait même pas intéresser les gens. Je pense que ça porte bien son nom, vie privée. Dans vie privée, il y a privé, donc si tu veux que ça reste privé, il ne faut pas en parler. Et dans ta vie professionnelle, il y a le One Man Show. Et il y a le One Man Show. Ouais. J'ai dit, je crois que je l'ai mal dit, il y a le One Man Show. Voilà, j'ai dit One Man Show, moi. One Man Show. On n'y arrivera pas. J'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que tu nous prévois? Est-ce que tu as une date de sortie? De quoi ça va parler? Est-ce que ça va être parodique? Est-ce que ça va retracer ton histoire? Alors, le One Man Show, oui, il est en préparation. Il est toujours en écriture. Donc, j'écris tous les jours je me penche toujours sur le One Man. Et en fait, ça va parler de moi déjà. Parce que généralement, quand on fait un One Man Show, on parle un petit peu de sa personne. Donc, je raconte un peu je raconte un peu ma vie et surtout de mon expérience à travers la télé-réalité. Et j'avais besoin de... Voilà, justement, on va dire que dans cette histoire, le psy, ce sera les téléspectateurs ou les spectateurs. Et je serai là à me livrer un peu à eux. Et j'avais besoin aussi c'est aussi une thérapie pour moi aussi. Hein. C'est aussi pour On a moi compris que t'aimais les psys. Hein. Ouais. J'aurais dû faire psy en fait. Et en fait, ce serait aussi pour moi de raconter un peu mon expérience publique. Parce qu'il faut savoir que souvent, j'étais confronté à des personnes qui me disaient alors, est-ce que Ayem, elle est vraiment comme ça? Est-ce que Amélie, elle crie vraiment dans le loft, vraiment quand elle dit le team? Est-ce que tu as fait semblant ou tu n'as pas fait semblant? Donc, toutes ces questions que les gens se posent au quotidien. Tu as tout révélé. Donc moi, j'avais besoin de leur donner une réponse, mais globale. C'est-à-dire que j'avais besoin de donner une réponse sur scène, avec une petite pointe d'humour. Et c'est comme ça, chacun aura sa réponse à sa question. Et c'est aussi de montrer aussi un peu l'envers du décor de la télé-réalité. Parce que souvent, les gens se posent des questions. Ok, on voit ce qui se passe à travers la télé, notre petit écran, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui se passe après? Donc, pendant, je veux dire. Et donc, ça, je l'explique à travers le spectacle. Et en attendant le spectacle, on peut d'ores et déjà t'applaudir Kamel au théâtre. Ça se passe au théâtre du Petit Gymnase dans la Star et son Gorille. Donc c'est une pièce de Franck Lehen. C'est une pièce drôle qui joue sur les clichés. Je l'ai vue personnellement cette pièce et je peux vous garantir à la maison que pendant 1h15, on se plie, on se tord de rire et ça passe même trop vite. Ouais, tellement c'est agréable. C'est ce que tu m'avais dit à la fin du spectacle. Tu m'as dit oui, ça s'est passé trop vite. Ouais. Et donc voilà, je suis super content que ça t'ait plu. Et surtout que tu aies fait le déplacement. Mais voilà, donc il faut savoir que cette pièce, sur cette pièce, Franck qui a écrit cette pièce se bat contre les différences, contre les préjugés, les a priori, etc. Et je trouve que c'est une très bonne pièce. Et puis, si vous venez voir cette pièce, je pense que vous sortirez de cette salle avec une autre idée. Et avec le smile. Et avec le surtout. smile. En attendant, si vous avez envie à la maison d'approfondir cette interview, de poser des questions à Kamel, je me permets de rappeler ton Twitter, Kamel, c'est @ bien évidemment yes, oui Kamel. Le hashtag de l'émission, c'est #ETI, donc pour En toute intimité. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une interview exclusive, explosive, avec Aurélie et Andréane des Anges 8. Je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir la bouche ouverte.